Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Comment bien préparer sa retraite? Ce matin, on vous donne tous nos conseils et astuces pour passer ce cap dans la sérénité. Rien de tel que d'anticiper cette nouvelle étape de sa vie après des années et des années de travail. On en parle dans quelques instants avec mes invités. Mais d'abord, la parole est à notre télétravailleur breton du jour. Bonjour Gwendal Marchand. Bonjour. Alors 3 semaines de télétravail maintenant, comment ça va le moral ce matin? Ça va très bien, écoutez, je m'en sors bien. Pas de jour où vous êtes moins motivé, plus fatigué? Non, enfin, ça peut arriver, bien entendu, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est se mettre un rythme en place et garder le même rythme qu'on avait, en fait, quand on allait en présentiel au travail. Et quels sont vos rituels justement dans la journée? Ah, bah, en fait, c'est de faire des pauses, hein, ça c'est clair et net. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut rester de 8h30 jusqu'à 18h devant son poste collé. Il faut faire des pauses, ça, c'est sûr. Le midi, il faut s'arrêter. Et sinon, en fait, on n'en voit jamais le bout et à la fin, je pense qu'on est complètement décalé. Et on peut aussi avoir des problèmes de fatigue, ce genre de choses. Et justement, comment vous essayez de vous aérer la tête? Vous êtes plutôt à mettre un nez dehors, boire un petit café, regarder une série ou faire la sieste, je ne sais pas. Ah bah tout ça à la fois. J'ai de la chance, j'ai un jardin, donc je peux sortir dans le jardin prendre l'air. Je bois beaucoup de café, donc voilà, sans forcément faire de pause, mais j'en bois beaucoup. Et puis bah oui, le midi, je m'arrête un petit peu pour regarder une série, manger, et puis je reprends à l'après-midi classique. Et je commence le matin toujours par une petite séance de sport, voilà, histoire de se mettre en forme. Alors j'ai l'impression que vous êtes dans votre salon, c'est ça? C'est là où vous avez installé votre bureau confiné? Oui, c'est ça. Comme ça, il n'y a pas trop de passages, ça va, mais ça se passe bien ici. Et c'est quoi pour vous le bureau confiné, cosy et confort? C'est la machine à café qui est pas très loin du bureau déjà. Un siège agréable, forcément. Et puis, ouais, une ambiance très calme. C'est surtout ça, en fait, qui m'importe. Mais moi, je préfère être dans des espaces peut-être un petit peu plus grands que dans une chambre où je me sentirais un petit peu oppressé. Et dernière question, qu'est-ce qui vous manque le plus au bureau? Ah bah forcément, c'est le contact social. C'est vrai que je vois beaucoup moins de monde, mais moi, mon travail, vous savez, c'est développeur. Donc, généralement, le contact social, on en a moins besoin. D'accord. Disons que vous êtes bien habitué. Merci beaucoup, Gwendal Marchand, d'avoir été avec nous. On vous laisse retourner à vos occupations. Merci. Merci, au revoir. Alors lui n'est pas en télétravail, il nous manquerait autrement. On part retrouver Evan ce matin qui est à Cesson-Sévigné en Ille-et-Vilaine. Salut Evan, quel est ton programme ce matin? Salut Anne Fantet. Et ben moi aujourd'hui je fais aussi l'une des activités dont on a le droit de faire pendant ce confinement, ce sont les courses. Donc moi je fais les courses mais pas n'importe où, dans une épicerie Nous anti-gaspi. Je suis fan de ce concept que j'ai découvert juste en arrivant il y a une demi-heure. Salut Marlène. Salut Evan. Tu es la directrice donc, de ce magasin de Cesson-Sévigné. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Nous anti-gaspi? Alors en fait c'est simple, dans ce magasin vous allez trouver, en fait c'est un peu le magasin de la seconde chance. C'est un peu des produits en fait qui ont été écartés des circuits traditionnels. Pour défaut d'emballage, pour défaut visuel, pour défaut de taille, pour défaut... En fait, il y a vraiment une étoffe très large des raisons pour lesquelles les produits sont dans nos rayons. Alors vous allez voir, on ne soupçonne même pas les raisons qui font que certains produits peuvent être écartés. On Exactement. va en voir tout à l'heure. La success story, j'ai envie de dire, de Nous Anti-Gaspi, elle est assez dingue. Vous avez créé vos premiers magasins en 2018. Là, on est en 2020. Il y en a plus d'une dizaine. Il y en a une dizaine. 2 à Paris. Plein d'ouvertures prévues. Exactement. Comment on explique cet engouement des consommateurs? Alors, je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à la démarche très écologique, éco-responsable. Donc, en fait, les produits qui sont dans nos magasins, ce sont des produits qui étaient destinés en fait, à aller à la poubelle. Donc, en fait, le client, en venant chez nous, il fait en fait un geste pour la planète parce qu'il a quand même participé au sauvetage de ces produits aussi. Et puis, il faut dire que le panier moyen est
20%, 30% moins cher. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et alors, est-ce que ça se fait pas au détriment des associations caritatives? Non, non, du tout. Parce qu'en fait, les volumes sont tels que de toute façon, les industriels donnent aux associations en amont, avant de nous proposer la marchandise. Et à savoir que nous aussi, de toute façon, on est en partenariat avec des associations. Tous les produits qu'on n'arrive pas à écouler, quand on voit qu'on a trop de volume, moi, tous les jours, j'ai des associations qui passent. Donc, de toute façon... Et puis d'ici 2024, vous voulez avoir 50 magasins, donc derrière, il y a des stocks. Exactement. On va faire un petit tour parce que moi, j'ai mes courses à faire. J'aimerais que vous appréciez déjà le magnifique rayon fruits et légumes. Et puis, on va faire le focus sur quelques petits produits. Parce que vous faites travailler les agriculteurs du coin. Et ça, c'est super chouette. Et par exemple, cette butternut, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve ici? Alors, elle se trouve ici parce qu'en fait, mon maraîcher, il travaillait pour un grossiste. Lui, en fait, le motif, il doit vendre des butternuts qui font au minima 1 kg. Et en fait, toute la production qui est arrivée ici fait entre 500 et 800 grammes. Donc, elles sont hors calibre, Elles sont hors calibre et donc, si on n'était pas là pour les sauver, c'était des produits qui étaient destinés à finir à la poubelle. Mais tout à fait. En plus, c'est bien, c'est un petit format individuel en fait, de butternut, c'est rigolo. Il y a aussi, on va aller voir un petit peu plus loin, les kiwis. Vous mettez vraiment un point d'honneur à avoir des produits. Attention, il y a une dame qui va se prendre la caméra, désolé, à mettre en avant des produits locaux et de saison. Exactement. Donc nous, on prime vraiment les produits de saisonnalité et voilà le circuit court. On va dire qu'il y a 50% de mon étalage. Là, c'est vraiment des produits du 35. Donc je travaille avec plusieurs petits maraîchers en local, vraiment qui m'amènent les produits pour défaut de surproduction. Parce que, pour eux, c'est super en plus. C'est super parce que nous, on leur valorise la marchandise sur des produits qui étaient destinés à aller à la poubelle. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont ces kiwis? Alors déjà, ils sont vraiment pas chers, 25 centimes, ils sont français. Tout à fait. Et ils sont trop petits. Ils sont trop petits, mais ils sont très bien aussi, ceux-là. Ils sont trop petits. Bon, moi, je sais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sac cabas. Parce que là, ça y est, je les mets dans mon panier. Et puis, on va continuer à faire nos courses. On y Marlène. va. Vous allez voir, il y a aussi des étiquettes ici qui sont vraiment fun, très pédagogiques pour les consommateurs. Et puis, plein d'autres bonnes astuces à apprendre sur comment éviter de gaspiller nos produits alimentaires. On vous explique tout ça dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Autre initiative solidaire qui sera à l'honneur également dans cette émission. Céline, vous nous parlerez dans quelques minutes d'un concept, une lettre, un sourire. Dites-nous en quelques mots. Oui, c'est un mouvement familial qui œuvre pour répandre le virus de l'amour dans les EHPAD et il ne s'agit pas de speed dating, je le précise. La suite à la fin de l'émission. Allez, place maintenant à notre dossier du jour. Ce matin, on parle retraite. Avant d'entendre nos invités, voici ces quelques éléments explicatifs. Tu penses à préparer ta retraite, toi? Bof, ça me prend la tête. 64% des Français estiment que la retraite est synonyme d'une nouvelle vie, mais ils sont aussi 71% à être inquiets à l'évocation de cette échéance. Principale inquiétude, le manque d'argent. Seul un quart des actifs pensent qu'ils disposeront de ressources suffisantes. Effectivement, la retraite correspond à une perte moyenne de revenus d'environ 50%. La retraite moyenne des Français s'établit à environ 1 500 € bruts. Pour y voir plus clair sur votre situation, dès 45 ans, vous pouvez demander un rendez-vous à votre caisse de retraite pour faire le point. Bon à savoir, l'accueil téléphonique reste ouvert pendant le confinement. Pour ceux dont le départ à la retraite est imminent, sachez que la pension ne sera pas versée automatiquement. Pensez à faire votre demande au moins 6 mois avant la date présumée de votre départ à la retraite. Et la retraite, c'est aussi un nouveau mode de vie où vous devrez vous-même créer vos occupations. Gare à l'isolement. Entretenez vos amitiés, engagez-vous dans de nouvelles activités, pensez au bénévolat. Et oui, une bonne retraite, ça se travaille, même pendant le confinement. Une bonne retraite, ça se travaille, mais surtout, ça s'anticipe. On poursuit la discussion avec mes invités. Docteur Aude Théaudin, directrice du centre Bien Vieillir Agir Arco Bretagne. Bonjour. Vincent Pavie, vous êtes chargé des relations extérieures chez CARSAT Bretagne. Et Éric Primoc, vous êtes jeune retraité. Bonjour à tous les trois. Alors, Éric Primoc, vous êtes en congé retraite depuis juin. J'imagine que ça n'a pas été évident de mettre un terme à votre carrière après 37 années au Crédit Mutuel de Bretagne. C'est vrai que c'est une rupture. Oui. Alors une rupture qui se fait plutôt bien parce que je suis parti, là je suis en vacances, donc je suis très privilégié par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quitter des collègues, des clients, une vie sociale, économique riche, pleine. Donc voilà, il faut anticiper et prévoir. Quelles étaient vos craintes à l'approche de cette nouvelle étape de votre vie? Comment on se dit, je vais arriver à la retraite, c'est quoi la suite? Alors, en fait, c'est un long parcours parce que préparer sa retraite, c'est depuis qu'on commence à travailler. Donc, je vais dire, ça fait 42 ans que j'y pense sans y penser. Moi, deux mots, deux verbes me viennent à l'esprit quand je pense à comment préparer sa retraite, c'est prévoir
et se rassurer. En fait, prévoir, c'est se dire comment est-ce que je vais faire en sorte que, on en parlait, mes revenus vont baisser. Comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que mes revenus ne soient pas si bas qu'on puisse le dire. Donc j'avais plusieurs solutions qui étaient l'épargne qu'on peut faire au niveau bancaire, mais je pense aussi à l'épargne immobilière qu'on peut faire, parce que avoir un prêt pour sa résidence principale, c'est aussi faire de l'épargne pour sa retraite et se protéger. Et puis j'avais aussi une préoccupation importante, c'est rester en forme. On va y revenir parce que c'est hyper important. Ouais, d'accord. Alors, Monsieur Primois a évoqué le terme se rassurer, docteur Théaudin. C'est très important d'être dans un état psychologique serein à cette étape de notre vie. Alors, être dans un état psychologique serein, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ce que vous décrivez, c'est vraiment très important sur le plan psychologique, effectivement, de pouvoir se préparer parce qu'on va passer par des phases aussi différentes et des processus différents. Il va y avoir effectivement la préparation, l'acceptation, l'anticipation, mais il va y avoir aussi le vécu au moment où ça arrive, parce que effectivement toute la préparation qu'on aura pu faire va nous aider, mais on sera peut-être dans une démarche, dans des envies aussi différentes au moment où ça va arriver. Donc c'est aussi pouvoir se faire accompagner dans ce moment-là de la retraite pour justement se rassurer au fur et à mesure des choses. Comment on peut se préparer psychologiquement? Qu'est-ce qu'il existe comme dispositif? Comme dispositif, il y a des stages de préparation à la retraite, notamment, qui peuvent être faits effectivement en entreprise, qui sont aussi intéressants. Nous, en tant que centre de prévention Bien Vivre Agir Carco, on reçoit des actifs dès 50 ans. Donc on peut aussi être là pour aider les personnes à se préparer justement sur le plan psychologique, les gens qui ont besoin d'un accompagnement individuel notamment. Alors c'est primordial d'être prêt dans sa tête, mais aussi dans ses papiers. Monsieur Pavie, vous serez d'accord avec moi. À 50 ans, les organismes de retraite nous envoient ce qu'on appelle des relevés de carrière, des sortes de premiers bilans. Quels sont les éléments qu'il est important de vérifier à chaque fois qu'on reçoit ce type de courrier? Parce qu'on en reçoit tous les 5 ans, c'est ça? On en reçoit tous les 5 ans dès le 35e anniversaire. Alors soit en format papier, soit numériquement si son espace personnel en ligne est créé. Eh bien, il faut tout simplement prendre le temps de consulter ce document qui est une photographie de la carrière et de vérifier année par année si les activités salariées qu'on a pu avoir sont bien reportées sur ce relevé de carrière. Et s'il y a des erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, faut bien entendu vérifier qu'on ait bien conservé ses bulletins de salaire, contrats de travail, documents de Pôle emploi pour éventuellement justifier de périodes manquantes. Globalement, les relevés de carrière sont complets. Mais effectivement, il faut veiller à ce qu'une période qui soit manquante, on soit capable de fournir des justificatifs pour la mettre à jour. Monsieur Primois, comment vous avez été accompagné dans les grandes étapes pour préparer cette retraite depuis votre entreprise? Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait 37 ans au Crédit Mutuel de Bretagne, que je vais avoir mes 43 annuités quand je partirai en retraite. Donc, j'ai fait aussi avant d'autres formations ou d'autres métiers. Et je me réjouis, moi, d'avoir pu garder tous mes attestations et mes relevés pour pouvoir fournir, parce que j'ai eu à fournir des justificatifs qui manquaient ou qui m'étaient réclamés. Donc ça permet aussi, le relevé de carrière que l'on reçoit, de se rassurer pour se dire, j'ai effectivement les trimestres que j'ai cotisés, eh bien, ils sont bien là et ça va me permettre d'avoir ma retraite comme elle doit être normalement. Et puis, important, en interne, j'ai eu une information, une réunion d'information qui a été dispensée par le CMB, où est intervenue la CARSAT, et puis là c'était la GR, mais la G2R, mais là c'est la JRC pour madame, et qui a permis, on était une trentaine de salariés de mon âge, enfin 60 ans à peu près, qui permet de faire le point, de poser des questions, d'éclaircir et de savoir où on va et comment faire. C'était vraiment très intéressant. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, parmi les grandes craintes, il y a la question de la baisse de revenus. On va écouter ce témoignage de Marie-Agnès. J'aimerais savoir si une personne qui est à la retraite et qui ne gagne pas assez peut cumuler sa retraite avec un emploi. Merci. Vincent Pavie, peut-on cumuler sa retraite avec un emploi? Bien sûr, et pas que pour des préoccupations financières. Là, le docteur Théaudin pourrait revenir sur le sujet. Oui, on peut être en retraite et reprendre une activité sans aucun problème. Il y a 2 formules qui existent, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite plein, c'est-à-dire qu'on peut l'effectuer sans plafond de ressources, y compris chez son ancien employeur.
Et puis il y a le cumul emploi-retraite qui limitait un plafond de ressources. Là, c'est en fonction de l'âge auquel on est parti en retraite. Et il peut y avoir ce qu'on appelle un délai de carence, c'est-à-dire qu'on peut être obligé d'attendre 6 mois avant de revenir chez son ex-employeur. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Il y a certes l'aspect financier qui rentre en ligne de compte, mais pas que. Il y a l'isolement, parce qu'il y a de plus en plus de personnes seules à l'âge de la retraite. Puis il y a les couples qui se retrouvent à 100% du temps l'un avec l'autre, et c'est pas toujours évident. Donc le fait de reprendre une activité peut éviter certains clashs. Et comment on peut anticiper aussi cette diminution de nos revenus en amont, avant d'arriver à cette étape de la retraite où on sait que pertinemment on va perdre... À 55 ans, on reçoit une estimation chiffrée de sa future retraite. Donc là, c'est le moyen de faire un premier bilan sous l'approche financière et puis de se projeter, sachant que cette estimation donne un montant de départ à l'âge de la retraite, mais indique le montant si on fait 1 année de plus, 2 années de plus, etc. Donc c'est déjà une première piste de réflexion. Alors on en vient maintenant à l'étape de l'inscription en ligne pour activer sa retraite. Une étape qui n'est pas toujours facile, Éric Primois, c'est ce que vous me disiez en préparant cette interview. Alors, moi, ce que je trouvais très bien, c'est qu'on puisse aller voir sur le site comment ça va se passer et faire sa demande. Après, il y a toujours un peu d'appréhension à est-ce qu'on va bien réussir à faire les étapes, est-ce qu'on va pouvoir donner les justificatifs qui sont demandés, est-ce qu'on ne fait pas des erreurs. Et ce qui, moi, m'a rassuré, c'est que en fait, à un moment, j'ai eu un bug sur mon informatique qui était l'antivirus qui m'empêchait de faire. J'ai appelé la CARSAT et j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit « mais on va vous rappeler et on va faire pas à pas avec vous la demande en direct ». Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de gérer mon contrat, mon dossier et de l'envoyer. Ce qui est quand même très rassurant. Il existe quand même des permanences physiques, on peut se rendre au cas où pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil numérique. Bien entendu, on a un réseau d'accueil qui est déployé sur l'ensemble de la Bretagne. Après, par téléphone également, on peut avoir beaucoup d'informations par téléphone, en ligne, sur son espace personnel. Et c'est vrai que la demande de retraite en ligne qui a été déployée en mars 2019 permet en une seule fois d'impacter tous les régimes de retraite auprès desquels on a cotisé. Donc typiquement, on a au moins 2 régimes de retraite au minimum. Donc ça permet en une seule fois de clôturer l'ensemble de sa demande, ce qui facilite les choses. Mais quand on n'est pas à l'aise avec l'outil informatique, on peut être reçu physiquement. Alors, vous voyez tout à l'heure, il y a peu de gens qui préparent quand même leur retraite. Docteur Théoudin, vous me disiez que beaucoup de retraités venaient vous solliciter après, quand il y avait une espèce de contre-coup. Comment vous les accompagnez au centre Bien Vieillir ? On les accompagne dans la temporalité dans laquelle ils sont, en fonction de leurs demandes et de leurs besoins, parce que les gens peuvent avoir anticipé, prennent un moment de vacances, justement, voilà, plus de contraintes, libérer de toute contrainte. C'est plutôt un bon moment au départ, mais après, effectivement, on peut avoir une sensation de vide, où là, d'autant plus important si on est seul, d'autant plus important aussi, il y a la problématique des couples, bien évidemment, à soulever, parce qu'il y a aussi les couples qui ne partent pas à la retraite en même temps. Donc des fois, cette passation-là se passe un peu mieux, mais on se préoccupe toujours de savoir quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, comment je peux aller, vers quoi je vais me tourner, comment je peux clôturer aussi mon parcours professionnel, parce qu'il y a aussi cette notion-là de clôture de ce parcours. On dit souvent que fais-tu dans ta vie ? Je suis à la retraite. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile. Donc c'est comment aider, nous on accompagne les gens à rebondir face à cette situation de vie-là, mais en fonction des envies, on aide à clarifier leurs besoins aussi. Monsieur Primois, est-ce que vous craignez cet effet retard dans un an, se dire oh là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens, qui je suis en fait ? Oui, je trouve très intéressant ce que vous dites, Mme Théoudin, parce que c'est vraiment ça. On est content de partir, il n'y a plus de pression, c'est les vacances. C'est les vacances. En plus, je suis parti pendant l'été, donc c'était encore plus agréable. Mais on se dit, après, milieu associatif, pourquoi pas, mais reprendre une activité, moi, ça me semble impossible. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, exactement. Donc, j'ai aussi une femme qui travaille, vous en parliez, on n'est pas en retraite, dans 3 ans elle sera en retraite. J'ai encore un fils qui fait des études. Donc voilà, j'ai des moyens d'occupation qui me prennent du temps. Et justement, comment vous vivez cette nouvelle vie ? Qu'est-ce que vous faisiez que vous ne faisiez pas avant ? Je prends du temps.
Le temps. Se donner du temps, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on le fera demain et ce sera bien, on n'est pas sous pression. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Puis j'aime lire, j'aime faire du sport, voilà. Donc ça, je m'en occupe. Justement, c'est aussi le moment de prendre soin de ça. Et là-dessus, vous voulez marteler ça sur tous les plateaux et fort, Dr Théoudin. Tout à fait. Pourquoi est-ce si important de prendre soin à ce moment-là de sa vie? Parce qu'on prend le temps. Parce que justement, on a cette chance-là, parce que c'est quand même une chance d'être à la retraite, et on a cette chance de pouvoir se préoccuper de ce qu'on a envie, de ses aspirations, puis de sa santé aussi, parce que tout le monde a envie de vieillir en santé, c'est évident, et que la santé reste quelque chose d'essentiel. Donc je trouve que justement, prendre le temps d'eux, c'est aussi prendre le temps de se dire comment je vais m'entretenir, comment j'en suis aujourd'hui de ma santé, vers quoi je pourrais aller pour la préserver, pour l'améliorer même aussi. Ça fait vraiment, oui, c'est quelque chose effectivement qui prend beaucoup de sens pour... Monsieur Pavie, j'imagine que vous partagez l'avis de Dr Théoudin. Oui, complètement. Et même au sein de la CARSAT, on a une action sociale retraite qui déploie des ateliers sur justement, une fois en retraite, comment améliorer sa nutrition, comment récupérer un rythme de sommeil normal, comment rester en forme physiquement, adapter son logement également. Donc ce sont des sujets très très importants en effet. Oui. La retraite, c'est pas que le côté administratif, il y a tout le reste qu'il faut anticiper. C'est un fondamental de la vie de façon générale, peut-être même, parce que prendre du temps pour soi, avoir des activités pour soi, c'est aussi une anticipation de la retraite, parce qu'on sait ce qu'on aime faire, ce qui nous fait du bien, le sport. Certains sont peut-être dans la bulle et ne prêtent pas ce temps de réflexion et de temps pour soi. Et de s'accorder ça, même en étant en activité, c'est encore mieux anticiper la retraite, parce qu'on sait ce qu'on aime faire, quoi. C'est ce que vous faites, Céline? Oui, c'est ce que je fais. Je suis dans une grande anticipation de la retraite. Monsieur Privat, vous vouliez ajouter un truc? Il nous reste quelques secondes. J'ajouterais garder des projets. Ouais, c'est voilà. ça. Ou en refaire de nouveaux, aider aussi à faire de nouveaux projets. Pour se recréer une place aussi, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, votre petit projet, si vous voulez nous dire quelque chose? Non, oui, on a un projet immobilier, voilà, parce que on a une résidence qui est sur la côte et on aimerait pouvoir la mettre à notre goût, puisqu'elle était locative. Et je reparlais, on parlait au début, ça nous a permis de préparer notre retraite aussi. Va-t-elle devenir maison principale? Et voilà, elle va devenir en tout cas, j'aimerais avoir votre sérénité quand je serai à la retraite, monsieur Primois. Merci à tous d'avoir participé à notre dossier du jour. Allez, on marque une pause, on part retrouver Evan Assesson-Sévigné qui nous parle ce matin de l'initiative Nous Anti-Gaspi. Mais elle est trop bien cette boîte là de gâteaux apéritifs. Alors, moi j'ai fait les courses, mais des courses anti-gaspi comme tu le disais, Infante. Marlène, toi qui es la directrice du magasin, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on trouve des gâteaux apéros qui sont déjà locaux et en plus thème Noël? Exactement. En pleine saison de Noël, alors, en fait, pas cher. Exactement, ces produits-ci en fait on les a reçus, ça fait un petit moment, on les a reçus au mois d'août. Donc sauf que c'est avec un packaging dédié aux fêtes de Noël. Mais si tu retournes la boîte et que tu regardes la date, donc DLUO au 8 octobre 2020. DLUO, c'est la date limite d'utilisation optimale. Donc en fait, c'est à consommer de préférence, donc qui peuvent être consommés et vendus au-delà de la date, mais dans les grandes surfaces, ils ne vont pas mettre une boîte de produits orientation Noël en plein mois d'octobre, novembre ou été, quoi. Justement, tout à l'heure, on vous donnera toutes les astuces pour bien savoir vous y retrouver entre les dates de limite DLC, DMC, DLUO, voilà. Tout ça, on vous dira tout ça. Mais avant, j'aimerais d'ailleurs, je récupère ma boîte de gâteaux apéro pour ce soir, dans mon cabas. Et puis, tu vas nous parler du fromage, notamment, parce que celui-ci, c'est un fromage local. Exactement. Qui se retrouve sur vos rayons. Tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, alors du coup, elle m'a contactée parce qu'en fait, son produit a un défaut visuel. En fait, il a des petites taches grises qui sont venues s'apposer sur le produit. Donc en fait, c'est du mucor, donc c'est une petite bactérie naturelle qui est complètement, qui est pas du tout nocive pour la santé quoi que ce soit. Sauf que voilà, visuellement, en fait, par exemple, tu vois, on t'a fait un. Oui, alors ce qui est génial, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'ici il y a plein de petites étiquettes, c'est hyper pédagogique. Tout à fait. Donc en fait, on a présenté le produit à nu, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise pour le client. En fait, il sait qu'une fois qu'il sera déballé, il verra qu'il y a des petites taches grises, mais qui sont comestibles et qui n'altèrent en rien le goût du produit. Et alors, est-ce que vous avez envie de travailler avec la grande distribution sur un assouplissement du cahier des charges? Parce que c'est quand même une hérésie qu'il y ait des bons produits comme ça qui ne puissent pas être distribués dans les grands circuits principaux. Alors oui, nous, on a envie de lancer en fait notre MDD, donc notre marque distributeur, où on aura un cahier des charges très assoupli. Okay. C'est-à-dire que en fait, sur une même ligne de production, par exemple pour du jambon ou annexe, que dans la barquette, il y a des tranches fines, grosses, épaisses, et ben on s'en fiche. En fait, la barquette, nous, ça passera quoi.
Ouais, ça Voilà, permet aussi de faire pour des limiter économies. le gaspillage. Et... Tu peux mettre le camembert dans mon cabane. Moi, je crois que je suis un bon client. Regardez pas ce que j'ai mis dedans. C'est pour ce soir. Marlène, est-ce que vous avez aussi vu un impact du Covid sur vos ventes? Oui, exactement. Là, en ce moment, avec le confinement et en l'occurrence la fermeture des restaurateurs, on a pas mal on a été démarchés beaucoup. Par exemple, là, on va se retrouver avec de la viande, donc de la viande très noble, c'était des morceaux destinés au restaurant. Le fait qu'ils soient confinés et qu'ils ne puissent pas ouvrir à la clientèle, et du coup, les produits se sont retrouvés dans nos rayons. Et 3 fois moins cher. J'en profite, on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais aussi vous parler d'une autre source d'approvisionnement. C'est les marchandises qui sont destinées à l'export et qui ne trouvent pas forcément clients, comme ces pots de confiture en anglais, par exemple. Exactement. Alors du coup, en fait, c'est des produits où c'est un produit français avec une étiquette et la liste des ingrédients écrits en anglais. Du coup, nous, pour pouvoir la mettre dans nos points de vente, il faut qu'on fasse la traduction. Et ça pourrait pas ça pourrait pas être dans les étalages d'une grande surface. Je pense que c'est compliqué, qu'ils n'ont pas envie de s'embarrasser à faire toutes ces petites démarches, parce que c'est vrai que c'est de la manutention, c'est du temps. Et 1,50 € le pot de confiture, voilà. Tu vas pouvoir le mettre dans mon cabas. Voilà. Donc, je pense qu'avec tout ça, je vais pouvoir aussi prendre un gâteau régime. Allez, on se retrouve tout à l'heure, on a encore plein d'astuces à partager avec vous. Merci Marlène, on continue les courses. Evan, c'est l'heure de notre rubrique emploi. On fait découvrir ce matin les coulisses du métier d'esthéticienne. Regardez. Je suis Florence Temim, je suis esthéticienne et je suis aussi brow styliste. On s'occupe de la mise en beauté du regard, donc des cils et des sourcils. Moi, en vérité, je ne viens pas de ce monde-là, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'ingénieur d'affaires dans l'high-tech, dans l'informatique. À 40 ans, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai voulu revenir à un métier qui correspond beaucoup plus à mon ADN, un métier manuel, j'avais plus rien à prouver. Au niveau de ton sourcil gauche, c'est ici que ça décolle, parce que ta tête, elle tombe, donc forcément, c'est toujours « Ah, Dalida !» C'est the best. Alors. C'est bien là déjà. Alors, non, oui, c'est mieux, mais alors... J'ai créé moi-même tous mes protocoles sur la base du dessin. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour faire des jolis sourcils? Avant de les épiler, on va dessiner le contour de ce que l'on veut obtenir. C'est de l'art. Le sourcil, surtout maintenant, où on ne peut pas montrer la bouche. Le regard, c'est vraiment tout ce qui nous reste. Vous pouvez tout transmettre de par votre regard. C'est ce qui va faire que vous allez avoir l'air triste, heureuse. Même Cléopâtre faisait attention à ses sourcils. Ça date de l'Antiquité, en fait. Ton regard, il est plus... Même reposé, même... ouais. Un jour, j'ai une DRH qui a pleuré parce qu'elle avait l'air toujours étonnée avec ses sourcils. Donc, les gens ne la prenaient pas au sérieux. Et le fait de redonner du caractère et un style, ça lui a permis de s'asseoir dans sa position, en fait. Et donc d'être beaucoup plus à l'aise avec son job. Ah, mais comme Carla alors. Ah, je savais pas. Dans la famille, c'est la seule qui l'a eu. Et pourtant, j'ai été testée 2 fois et tout. Quand on est esthéticienne, il faut aimer les gens parce qu'on touche les gens, parce qu'on leur donne du bien-être. Quand une cliente reste 2 heures et qu'on lui pose des extensions de cils, on parle, on connaît sa vie, on échange, on est un peu psy. C'est une évidence. C'est tout en douceur, donc on peut parler tranquille. C'est vrai, ouais, c'est ça. J'adore, je ne me suis jamais autant amusée que dans ce nouveau métier. Certains ont découvert les extensions de cils. Exactement. Pour en savoir plus sur ce métier, Mathieu Dauer nous a rejoint. Bonjour Mathieu, vous êtes conseiller Pôle emploi à Quimper. Alors, on parle souvent d'esthéticienne, ça veut dire que les hommes n'existent pas dans ce métier? Bonjour à tous déjà, effectivement. Bon oui, effectivement, alors après c'est vrai qu'on a l'image que c'est une profession qui est ultra féminisée, mais c'est pas pour autant que c'est fermé, que la profession est fermée aux hommes. Donc, tout le monde peut aller dessus et c'est même, comment dire ça, c'est même conseillé, pourquoi pas. On nous incite tous à y aller. Alors quelles sont les grandes missions de l'esthéticienne? Bon, on l'a vu déjà dans le portrait qu'effectivement c'est prendre soin des autres. Puisqu'on est spécialiste du soin du corps et du visage, c'est redonner confiance. Ça peut redonner confiance également à des personnes lorsqu'on s'occupe d'elles.
Et puis le contact clientèle qui est très important, aussi bien pour fidéliser sa clientèle, mais aussi pour développer son activité. Quelles sont les formations qui existent pour exercer le métier ? La formation, au minimum, c'est qu'il faut être titulaire du CAP esthétique, formation qui se fait en 2 ans, formation qu'on peut faire en alternance, et c'est même quelque chose qui est relativement conseillé, parce que l'alternance permet effectivement d'acquérir des compétences qu'on peut ensuite effectivement mettre en valeur sur sa recherche d'emploi. Et comme on l'a vu aussi dans le portrait, c'est une profession que l'on peut intégrer par le biais d'une reconversion et par le biais de la formation continue. Donc c'est pas uniquement réservé aux jeunes, c'est réservé également à tout salarié qui souhaite se réorienter. Et à noter que la spécialisation augmente les chances de recrutement, Mathieu. Oui, tout à fait, effectivement. C'est vrai que la formation de base va donner effectivement les compétences de base, mais se spécialiser, effectivement, ça va permettre déjà de renforcer sa recherche d'emploi, de se différencier des autres. Et puis, si on a projet de monter son activité, dans les années qui suivent la formation, ça peut aussi effectivement faire une différence par rapport à d'autres concurrents. Et combien de postes sont à pourvoir en Bretagne dans le secteur ? Alors aujourd'hui, on est à peu près sur 70 offres. C'est vrai qu'il faut être régulièrement en veille sur les offres d'emploi qui sont en ligne, parce que des choses évoluent chaque jour. Et puis, tout à l'heure, on parlait de formation, et actuellement, on a une centaine de formations qui sont dispensées. Alors, quand je parle de formation, ça peut être de la formation théorique, mais ça peut être aussi des petites formations de remise à niveau ou formations complémentaires. Une petite dernière question, Mathieu. Quels sont les salaires dans la profession ? Alors, les salaires sont en fonction de la formation, sont en fonction de l'expérience professionnelle, sont en fonction aussi du parcours que la personne a pu avoir auparavant. Donc, on est au minimum au SMIC, et après, c'est des choses qui évoluent en fonction de la situation de chacun. Et un dernier conseil pour la route ? Le dernier conseil, toute personne qui est passionnée dans le domaine de l'esthétique, c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée, le métier d'esthéticienne, pour ensuite pouvoir évoluer soit sur une activité salariée ou soit sur une création d'activité en créant sa propre activité. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces infos. À bientôt. Merci à vous. Et autre conseil, si vous êtes à la recherche d'un emploi, faut-il apprendre à contrôler son langage corporel en entretien ? Arthur Pertigos nous répond. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Faut-il apprendre à contrôler votre langage corporel en entretien ? 55% de votre message passe par le corps. Et d'ailleurs, qui a envie de travailler avec une personne qui croise les bras, qui fait la tête ou qui a le regard fuyant ? Au contraire, il faut chercher le regard du recruteur. Il faut être souriant, au moins avec le regard. Vous communiquez de bonnes vibrations. Bien droit, vous accompagnez votre discours avec vos mains. Cela renforce une image d'efficacité et de compétence. Et attention aux gestes de nervosité. Dans ces moments-là, on a tous le réflexe de toucher ses cheveux, sa bague ou son stylo. Alors attachez-les, enlevez-la, rangez-le. Ainsi, le problème est vite réglé. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. C'est à vous maintenant Céline, on reste dans le thème du langage corporel et les questions de sourire dans l'initiative que nous présentez ce matin. Oui, je vais vous raconter l'histoire d'Émile. Émile, il a 87 ans et il réside dans l'un des 7200 EHPAD de France. Et un jour, il reçoit une lettre d'une inconnue qui s'appelle Léa. Au travers de ces mots, elle l'emmène dans un voyage multisensoriel au Népal. Elle lui raconte la beauté de l'Himalaya, les sensations physiques qu'elle a quand elle monte les montagnes, sa joie quand elle atteint les sommets. Émile a lui aussi voyagé et ça vient raviver tous ces beaux petits souvenirs. Et en plus, il est touché que quelqu'un, quelque part, ait eu cette attention pour lui. Mais qui est donc cette Léa ? Léa est une femme qui a découvert, comme beaucoup d'autres personnes, la plateforme en ligne Une lettre, un sourire, qui permet, vous l'aurez compris, d'écrire aux résidents d'EHPAD, personnes âgées, pour rompre leur isolement, maintenir le lien social. Léa, elle a fait le choix d'évoquer une anecdote de voyage. D'autres vont raconter leur quotidien, vont raconter leur balade qu'ils ont fait, qu'ils ont aimé. Ça peut être un poème, un mot d'encouragement. Et il y a aussi d'autres personnes qui laissent la parole aux enfants. Et j'ai un extrait à vous partager d'une petite fille qui dit « Chère madame, je vous fais un petit coucou depuis l'île de la Réunion. J'ai 9 ans et je suis en CE2. Je fais école à la maison chez mes grands-parents car mes parents travaillent. J'aime bien jouer avec mon frère Viquet et mon chien Tchoupi. J'aurais bien aimé savoir comment vous vous appelez et votre âge. Je pense que vous devez être très jolie, comme ma mamie. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. À bientôt. »
Très mignon ce C'est petit simple, message. c'est mignon, ça fait plaisir. Et comment est né ce concept alors? Il est né de l'esprit d'une famille, et je dirais plus précisément d'une équipe de 10 cousins âgés de 14 à 24 ans. Le papa de Mathilde, qui est l'une des cousines, travaille pour la fondation Partage et Vie, qui accueille les personnes fragilisées par l'âge et le handicap. 14 mars 2020, ils sont réunis en famille et ils les sensibilisent sur l'isolement de ces personnes âgées, qui est d'autant plus grand depuis qu'ils sont privés des visites de leurs proches. Et ils les sensibilisent aussi sur le syndrome de glissement qui menace très clairement. En parallèle, dans un même temps, sur les réseaux sociaux, il y a des EHPAD qui lancent des appels à la solidarité pour recevoir des courriers, des dessins. Donc l'équipe de cousins est unanime, ils décident d'agir et de prendre le rôle d'intermédiaire. En un clin d'œil, en 3 jours, ils ont créé un site internet qui le permet. Depuis le 17 mars, ils ont eu des prix qui leur ont été décernés, ils sont référencés à l'Élysée, ils ont eu 700 000 lettres réparties dans 1300 EHPAD inscrits. Le mouvement est clairement en marche. Mais ces sourires, il faut les maintenir et il faut aller chercher les autres. Et comment on fait pour participer à ce mouvement? Alors, il y a le site internet qu'ils ont créé qui est unelettreinsourire.org. Tout se passe dessus. 3 types de formulaires à remplir. 1, si vous voulez écrire une lettre, vous remplissez votre texte, une photo si vous le souhaitez, vos coordonnées si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir l'EHPAD destinataire ou au contraire laisser le hasard faire les choses. Et dans ce cas-là, c'est envoyé dans 3 établissements différents. Deuxième, pour les EHPAD qui souhaitent devenir destinataires de ces courriers. Et le troisième, pour les écoles. Si vous êtes professeur, l'association vous met à disposition tout un kit avec du papier, des enveloppes pré-timbrées avec l'adresse de l'EHPAD partenaire le plus proche de chez eux et un guide pour des idées d'animation autour de ce projet. Et petite question, est-ce que les résidents peuvent répondre? Oui, les résidents peuvent répondre et c'est même déjà arrivé. Il y a même eu des rencontres au déconfinement. Maintenant, si ça n'arrive pas, soyez sûr que dans tous les cas, le sourire aura été affiché sur le visage de ces personnes âgées. Et comme dirait l'une des résidentes, votre lettre est comme une belle visite. C'est formidable cette initiative quand même. Vous connaissiez ou pas? J'en ai entendu parler, en effet. Par le biais de l'école de ma petite dernière. D'accord. Donc, docteur Théaudin, vous allez nous faire BRP de Un lettre, un sourire? Tout à fait. Non, tout à fait. C'est une initiative extrêmement citoyenne, extrêmement utile. C'est vrai que le lien, on parle souvent de la perte du lien social parce qu'on doit être tous confinés, mais il y a vraiment moyen de maintenir le lien et de développer l'imagination pour justement recréer du lien de manière différente. Je trouve que c'est vraiment super. Et puis c'est hyper sécurisé, hein, Céline, parce que tout est fait par envoi postal. Tout est fait par mail. En fait, par mail, tout se passe sur le site internet et après les EHPAD reçoivent un mail une fois par semaine, un PDF. Ils lancent l'impression et ils distribuent comme ils le souhaitent. Soit en fonction du contenu, soit de façon aléatoire. Et certains organisent même des lectures groupées une fois par jour. Donc c'est pratique pour les EHPAD. Tout est centralisé. Bon, je crois qu'on va s'y mettre, Céline. Oui, on écrit à la fin de l'émission. L'équipe d'Ensemble C'est Mieux va écrire une lettre pour un résident d'EHPAD. Merci beaucoup, Céline, d'avoir mis en lumière cette chouette initiative. Et comme chaque jour, vous le savez, on vous invite à être solidaire près de chez vous. Voyez notre idée du jour. Trop dommage, cette vieille bâtisse qui tombe en ruine. Et si on devenait mécène du patrimoine? Que vous vouliez contribuer à la sauvegarde d'un bâtiment, d'un lieu, d'un territoire particulier, ou que votre intérêt et votre générosité n'aient pas de destination précise, pour devenir mécène du patrimoine, vous avez le choix entre de nombreuses fondations ou organismes spécialisés. Bonne nouvelle, vos dons bénéficient d'une réduction d'impôt à hauteur de 66% du montant de votre contribution. Et devenir mécène vous permet de rejoindre un cercle de donateurs passionnés et d'être associé aux événements organisés. Daniel est mécène pour la Fondation du patrimoine depuis 4 ans. Pour moi, donner pour le patrimoine, c'est permettre d'entretenir, préserver, voire reconstruire, lorsqu'il le faut, ce patrimoine. C'est également, en tant que citoyen, une manière de transmettre notre histoire, nos valeurs, et quelque part préserver le lien qui lie les différentes générations. Pour faire simple, pour moi, donner, c'est faire un don aux générations à venir. Si vous aussi vous voulez apporter votre pierre à la défense du patrimoine, contactez une fondation ou un organisme agréé et devenez mécène. Allez, on repart retrouver Evan. Evan qui est ce matin à Cesson-Sévigné, en train de faire ses courses, je crois.
Et oui, Evan qui travaille tout en faisant ses courses. Si j'avais su cru un jour faire ça, merci, ensemble c'est mieux. Marlène, il faut qu'on précise qu'ici, même le caddie, puisque j'ai troqué mon cabas pour un caddie, voilà, tout à fait. est Reconditionné, anti-gaspi. tout à fait. Que ce soit les caddies, les gondoles sont de la seconde main et les mobiliers de caisse sont faits avec du carton recyclé. Donc ça circule Donc, vraiment voilà. dans vos veines, hein, C'est ça. ces valeurs de... Si on est en immersion, voilà, on vit anti-gaspi jusqu'au bout. Alors, je vous avais promis des petites astuces, on en a plein. Alors, notamment dans ce panier, comment reconnaître, comment bien lire les dates de Oui, péremption. alors tu vas sur nous tout ce qui est donner, posé sur les produits frais, ça va être écrit à consommer jusqu'au. Donc Oui. ça veut dire qu'en fait, une fois la date passée, nous, on ne peut plus les vendre. D'accord, donc ils vont être détruits, ceux-là. Ils vont être, voilà, tout à fait. Nous, on va les donner aux associations, par exemple, voilà. Par contre, il faut faire marcher son bon sens. Si vous, dans votre frigo, vous retrouvez un yaourt qui a 5 jours de date dépassée, si l'opercule n'est pas gonflé, si le produit n'a pas d'altération au niveau de la couleur et au niveau du goût, enfin au niveau de l'odorat, Oui. voilà, faites Ça marcher vous vos arrive, sens. vous, de goûter en, Ah oui, en tout interne. à fait. Exactement. De toute façon, voilà, sur ce produit-ci, donc on va être sur une DDM, donc à consommer de préférence jusqu'au. Donc là, pour le coup, on est 24 octobre 2020. On va dire qu'il peut être consommé au moins au-delà jusqu'à dans les 3 mois qui suivent. Et nous, ponctuellement, on va saisir les articles qui sont en DDM dépassés et faire des contrôles qualité dessus. Surtout on qu'un fait les contrôle cobayes. qualité sur le Sur chocolat, du ça chocolat, doit je suis être volontaire, il n'y a pas de problème. difficile. Il y a aussi toute une partie des produits qui arrivent ici parce qu'ils font partie de lots qui ont été Exactement. exclus, comme ce pain de mie par exemple. Tu vas nous dire pourquoi. Oui, alors par exemple sur la chaîne de production, sur le même numéro de lot, il va y avoir des ratés, il va y avoir la surcuisson, de la sous-cuisson, des tranches mal coupées et en fait c'est tout le numéro de lot qui est écarté. Ah oui, juste pour éventuellement Voilà, un paquet qui est défectueux, exactement, quoi. tout à fait. Ah ouais, donc, et c'est alors encore pareil, un ça motif. marche pareil pour les conserves. Voilà, pour hein. les conserves qui sont de temps en temps, pareil, qui arrivent un petit peu cabossés ou autres, mais... J'imagine que chez toi, tout est anti-gaspi aussi, toute fourniture ici. Exactement, tout à fait. Bon, est-ce que tu penses que les mentalités vont évoluer? On en voit bien dans la consommation, dans les échanges avec le client, qui sont vraiment dans cette démarche militante. En fait, maintenant, les gens se disent militants à l'anti-gaspi, et à la démarche très écologique et éco-responsable. Oui, on ne vient pas forcément que pour faire des économies. Exactement. C'est la magie de la télé, je fais mes courses en marche arrière avec mon caddie. Mais c'est parce que j'aimerais bien qu'on vous montre aussi ce petit rayon vrac, dédié aux produits d'entretien. Tout à fait. Tu peux peut-être nous en faire un peu la présentation. Donc voilà, en fait, nous, c'est un parti pris de faire vraiment la partie zéro déchet. Donc le client achète ou vient avec ses propres contenants. Voilà, on n'oblige en rien. Il prend son petit flacon, il le remplit de la solution qu'il souhaite. Il la Vinaigre colle. blanc, savon noir, liquide Exactement. vaisselle, En fait, gel il y a douche, vraiment un tout. module produit corporel et un produit ménager. Il dépose la petite étiquette du produit dont il s'est servi. On consigne la bouteille, donc elle est payée la première fois et puis revenir à chaque fois remplir le flacon. Voilà, c'est ça. Il y a 2 prochains magasins, nous anti-gaspi, qui ouvrent bientôt en Bretagne. Tu vas nous donner les villes et les dates. Oui, donc mercredi prochain au Pouliguen et mi-décembre à Quimper. Super. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton boulot en 5 secondes? En 5 secondes, c'est la polyvalence, l'échange avec le client et puis voilà la démarche anti-gaspi. On se lève le matin, on sait qu'on fait une bonne action, qu'on a contribué au sauvetage et... Bon, ça fait plaisir en tout cas de t'entendre parler comme ça. Nous, je suis ravi d'avoir pu partager cette initiative avec nos téléspectateurs. C'est dommage, j'ai oublié ma carte bleue à Enfanté. Tu vas être obligé de payer mon caddie. Je t'attends à la caisse. Allez, à tout de suite. Presse-toi. C'est cher, mais c'est grave. Merci beaucoup, Evan. Débrouille-toi avec ton caddie. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Ensemble, c'est mieux. C'est déjà fini. Demain, on s'intéresse à la réinsertion des personnes handicapées dans le monde de l'entreprise. Ce sera notre dossier du jour. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. À demain.